comment vous allez? Comment vous sentez la dynamique en ce moment? Pleine forme. Ouais. Pleine forme. Je sillonne. Je vais un peu partout. Ça vous plaît, ça? Moi, j'adore. Ouais. C'est la politique un peu à la Chirac. Ouais. Ce week-end, j'étais en Lozère, j'étais dans le Cantal. Hier, j'étais en Haute-Marne. Demain, je serai en Seine-et-Marne. Et puis, j'aime échanger. Il y a des attentes, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui veulent comprendre. Je vais les voir un par un. Moi, c'est ce que j'aime. C'est une politique qui oblige à se remettre en question. Et surtout, ce que je veux leur apporter, c'est une vraie rupture. Parce qu'en fait, la question qui revient à chaque fois, c'est pourquoi ça marche pas. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on se dit. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est bloqué? Moi, je parle, vous savez, je parle franchement ici. Plein d'auditeurs qui nous appellent, ils nous disent Emmanuel Macron, ça avait pas l'air d'être un peintre à la base. C'est vrai qu'il a l'air. Et on se dit, ils échouent tous. Oui. Nicolas Sarkozy, vous connaissez mon amitié pour le président Nicolas Sarkozy, voilà que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Voilà, on se dit. Est-ce que la France est vraiment ingouvernable ou pas? C'est les questions qu'on se pose pratiquement tous les jours sur cette antenne. En fait, ce que je crois, c'est qu'elle est bloquée. Il faut dire les choses. Les Français votent, mais quoi qu'ils votent, il n'y a rien qui change. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des verrous. Vous avez des juges de Cour suprême qui décident à la place des Français et des politiques. Vous avez maintenant une administration et des autorités administratives indépendantes. Vous avez payé pour voir, l'Arcom par exemple, qui ont pris le pouvoir sur le fonctionnement du pays. Et puis il y a aussi un mécanisme très insidieux d'associations, souvent d'extrême gauche, financées par l'argent public, et qui sont devenus des outils très puissants pour bloquer toutes les décisions qui sont prises. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est que en fait, les 3/4 du temps, on ne se demande pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'on va nous laisser faire et qu'est-ce qu'on va nous autoriser à faire. Et donc vous avez après des politiques, un exécutif qui vient sur les plateaux, qui fait des déclarations sympathiques, qui plaisent à une majorité de Français, mais il n'y a pas de résultat derrière. C'est ça. Donc moi, ce que je veux proposer, c'est avant tout, il faut commencer par faire sauter ça. Ouais, on est d'accord. Donc il faut reprendre la main sur le pays. Il faut tout reprendre à zéro. Parce que Emmanuel Macron, il avait des bonnes intentions. Je ne peux pas croire qu'Emmanuel Macron s'est dit je vais planter le pays, c'est pas possible. Voilà. Donc même lui, il a été confronté à tous ces barrages, ces associations, mine de rien, ces hauts fonctionnaires qui ont fait qu'aujourd'hui, il a une marge de manœuvre qui a été très restreinte. Est-ce qu'il avait la volonté d'y aller vraiment? Non, oui, voilà. Alors peut-être qu'il n'avait pas la volonté d'y aller vraiment, mais au départ, il avait l'intention quand même de faire bouger les choses. Je ne peux pas croire qu'un mec qui se présente président, il dise je vais planter le pays. Je ne peux pas le croire. Concrètement, comment est-ce qu'est-ce qui ferait que vous, Laurent Wauquiez, vous pouvez faire sauter ces verrous? En fait, d'abord, ça, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Ouais. Et donc, il faut arriver, avant même de se demander qu'est-ce qu'on veut faire sur l'immigration, qu'est-ce qu'on veut faire sur la sécurité, qu'est-ce qu'on veut faire sur le travail, il faut renverser la table sur tous les blocages. On va les prendre les uns après les autres. Administration, autorité administrative indépendante, type Arcom. Il y en a 1000 en France. On les a regardés, les 2/3, on peut les supprimer. Il suffit pour la plupart d'entre eux d'un décret. Ça coûte 80 milliards d'euros aujourd'hui au pays. Je ne parle pas d'aide-soignante là, je ne parle pas d'infirmières libérales, je ne parle pas de policiers, je parle d'une bureaucratie qui pond des normes et qui au fond décide à la place des Français et du politique. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire sauter. C'est première étape. L'Arcom, vous le savez, je me suis exprimé dessus. Oui. Un organisme qui quand même contrôle C8, mais qui par contre contrôle pas la liberté d'expression version service public. Il y a 2 poids 2 mesures. Oui. On voit très bien que non seulement ça coûte cher, mais qu'il y a une idéologie derrière. C'est ça. Voilà. Il faut un moment dire les choses. Vous avez été sanctionné parce que vous ne disiez pas ce que eux voulaient que vous disiez. La deuxième chose pour moi, c'est la dérive des juges. On va prendre un exemple très simple, les influenceurs algériens. Oui. Bon, on les renvoie, on a un juge administratif qui explique, non, en fait, on va pas vous autoriser à le faire. Et on a eu petit à petit une dérive avec, au début, des juges qui jugeaient en droit, et maintenant un système d'état de droit, notamment des cours suprêmes, qui en fait applique une idéologie qui va toujours vers moins de contrôle aux frontières, moins de sanctions pour les délinquants, mais aussi, sur des thèmes qui, moi, me tiennent à cœur, plus d'assistanat. Ça se corrige, tout ça. Bien sûr. Tiens, deuxième chose, vous mettez dans la Constitution, une Cour suprême, un juge, ne peut pas écarter une loi postérieure. C'est le cas dans d'autres pays. Laurent Wauquiez, il y a une phrase qui revient souvent dans cette émission. Et dans cette émission, il y a souvent des auditeurs avec qui on discute, et on se dit à chaque fois, on a l'impression que la France est le pays dans lequel on aide tout le monde, sauf ceux qui travaillent et ceux qui veulent travailler. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent, tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent bien faire les choses, c'est toujours ceux qui se font avoir à la fin. Est-ce que vous avez ce sentiment ?
Cas concret. Hier, j'étais en Haute-Marne. Un entrepreneur d'une scierie. Il avait proposé d'embaucher une personne qui était au chômage. La personne revient le jour d'après, lui dit, j'ai fait mes calculs. Si je viens bosser avec vous, je perds de l'argent. Bon, voilà, c'est tout. Oui. Ça, des cas comme ça, il y en a plein. Oui, c'est tout le temps. Oui. En France, c'est travailler plus pour payer plus. J'avais passé, il y a quelques mois, une séance avec des employés de Shiva. Vous savez, cette entreprise là qui fait du service à la personne, notamment pour le maintien à domicile de personnes âgées. C'est des gens qui bossent dur pour des salaires tout petits, on parle de SMIC. Et ils me disaient, ils connaissent le calcul par cœur. Au-delà de 23 heures en France, vous perdez de l'argent, il ne faut pas travailler. Parce que vous devenez imposable, vous allez perdre les APL, vous perdez l'aide pour la crèche, pour la cantine, pour le transport. Et donc, moi, c'est mon combat. En France, on est passé du travail au social, on est passé du social à l'assistanat, et maintenant on ferme les yeux sur les abus. Là encore, j'aime bien donner des chiffres. Vous avez un salaire à 3 000 euros brut. L'employeur, ça lui coûte 5 000. Ouais, c'est ça. Celui qui a 3 000 euros brut, il lui reste combien à la fin du mois ? 1008. Un tout petit peu plus, 2200. Mais vous êtes au RSA avec 3 enfants, vous touchez 2200 euros, et là, c'est défiscalisé, net d'impôt. Exactement, oui. C'est écœurant, ça peut pas fonctionner. Non, ça peut pas fonctionner. Et donc moi, ce que je veux, c'est plus de contrôle sur l'assistanat, et l'argent qu'on économise, on le met pour baisser les charges sur ceux qui travaillent, ou qui ont travaillé toute leur vie. Mais Laurent Wauquiez, Gauthier la droite revient à Matignon avec Michel Barnier, comment expliquer que la première mesure de ce nouveau gouvernement, votre nom circule à l'époque pour Bercy, vous n'y êtes pas, ça soit d'augmenter les impôts? Alors je ne pense pas que Laurent Wauquiez était d'accord avec cette mesure. Mais mais c'est la droite qui revient je pose la question. Et on augmente les impôts. Le message qu'on envoie, c'est LR revient et on va augmenter les impôts des Français. Vous savez que j'ai refusé le poste de ministre de l'économie. Et vous savez pourquoi je l'ai refusé? Pour ça. Parce que Michel Barnier avait été très clair, il m'avait dit le contrat c'est d'augmenter les impôts. Et je lui ai dit, j'ai géré ma région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 7 ans. J'ai pas augmenté une seule taxe, un seul impôt. J'ai pas fait un seul pourcentage de dette en plus. J'ai supprimé des agences, j'ai supprimé des subventions à des organismes comme la CGT. J'ai baissé de 15% la dépense publique. C'est pas pour aller à Bercy pour faire l'inverse de ce à quoi je crois. Et vous avez raison. Pourquoi il a ce réflexe, Michel Barnier, alors qu'il vient de la droite, de votre famille politique, d'augmenter les impôts? Je pense qu'il a été dans une situation où il était vraiment dos au mur. C'est-à-dire, il récupère un budget catastrophique. Il faut quand même pas oublier ce que Bruno Le Maire avait laissé derrière lui. Il a 1 mois pour boutiquer un budget. Et donc, en fait, il était dos au mur. Mais oui, bien sûr, le problème de la France, quand moi je vois Didier Lombard qui explique que la France, non, les impôts c'est très bien, on peut continuer à les augmenter. Éric Lombard, pardon. On le connaît mal. Didier c'est les chemises. Éric Lombard. Et qui explique que non, on peut continuer avec les impôts qu'on a et qu'il n'y a pas à économiser sur la dépense publique. On est fou. On a le record de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Mais les deux sont liés. Si on veut faire ce que je propose, c'est-à-dire de revaloriser le salaire net pour ceux qui travaillent, il y a une seule solution. Il faut faire le tri entre le social pour ceux qui en ont vraiment besoin et l'assistanat qu'il faut supprimer. Il y a un auditeur qui me dit je confirme que vous avez été un excellent président de région en Rhône-Alpes. Je confirme en tant que Savoyard. C'est Hugo Magnien qui me dit ça, qui nous écoute. Voilà. Laurent Wauquiez, on a l'impression que le prochain... Moi, j'aime bien les Savoyards. Voilà, on a l'impression que les Français... Moi, j'ai l'impression que le portrait robot du prochain président, ce serait, pour moi... c'est la stature de Jacques Chirac. C'est-à-dire vraiment, je le sens comme ça, avec un petit peu un zeste de Donald Trump. Un zeste, je dis bien un zeste. C'est-à-dire quelqu'un qui peut renverser la table. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. C'est ça, c'est ce que je sens. C'est-à-dire quand même un homme d'État, c'est-à-dire qui est vraiment même dans la stature. C'est ce que veulent, je pense, c'est ce que veulent les Français maintenant. Ils veulent revenir à ça. C'est pour ça que même Michel Barnier, il avait une petite cote. Rappelez-vous, aussi, oui, parce que il faisait un peu, il était un peu, il était un peu dans la lignée des Chirac, un peu à l'ancienne. Il était digne, exactement, très digne. C'est ça. Mais quand même avec un truc de, je vais renverser la table, parce que faut se rappeler l'échange Barnier-Attal, qui montrait deux mondes. Il lui a fait payer. Mais mais je crois que les Français avaient bien aimé cet échange. Je vous le dis. Donc après, Gabriel Attal. Oui, mais ça c'est des tambouilles politiques. Je vous parle moi des Français. Les Français, ils avaient bien aimé l'attitude de Michel Barnier. Je suis désolé à ce moment-là. Donc voilà. Laurent Wauquiez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Est-ce que vous pouvez être celui-là? Parce que c'est vrai que vous, on se dit, Laurent Wauquiez, moi je pense que vous avez cette stature.
les gens, voilà, les gens me disent, Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un, voilà, on a confiance en lui, enfin, il est sérieux, on sait que c'est quelqu'un de métier. Est-ce que vous avez justement cette capacité à renverser la table? Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'avoir? Moi, je pense que ce que les Français attendent, c'est les deux. Oui, ça. Oui. Ils veulent quand même quelqu'un qui les écoute et qui les respecte. Et qui les rassure, oui. Ce qui a manqué à Emmanuel Macron. Et je pense que dans ce qu'ils aiment chez Chirac, c'était ça. Voilà, c'était l'homme de la Corrèze, c'était l'homme d'un territoire, c'était l'homme qui aimait le terroir de la France, qu'il portait, c'était celui du salon de l'agriculture. Ça, c'est un aspect qui est important en France. Les Français, ils veulent quelqu'un qui soit à leur écoute. Mais si c'est être à l'écoute pour rien faire, ça va pas. Et donc, il faut à la fois la détermination, il faut la pugnacité pour renverser les choses, et il faut le faire en étant à l'écoute et dans le respect de ce qu'ont à dire les Français. Parce qu'on est quand même dans un pays où ça fait des années que les Français disent des choses simples et qui ne sont pas écoutées. Ils disent qu'ils veulent moins d'immigration. L'année dernière, on a fait le record des titres de séjour. Ils disent qu'ils veulent que le travail soit mieux rémunéré. On n'a jamais mis autant d'aide sociale dans le pays. Ils disent qu'ils en ont ras-le-bol des normes. On multiplie la bureaucratie. Et donc, ce qu'il faut, c'est cette détermination. Et voilà, moi, il y a quelque chose qui me marque quand même chez Trump. C'est il arrive, il signe immédiatement des dizaines de décrets qui montrent que les choses bougent. Et en France, le problème, c'est que c'est immobile. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc oui, d'une certaine façon, il faut à la fois l'écoute, la sympathie, le côté, les racines de Chirac. C'est ça. Et il faut, j'ai envie de dire, l'énergie d'un Sarko pour renverser la table. Il faut les deux en même temps. Et c'est ça qui fait la belle politique. C'était celle d'un Pompidou, qui était celui qui avait à la fois de la grande vision, qui était capable de voir la France à 10-20 ans, mais qui allait la clope au bec dans son bar du Cantal et qui prenait le café avec ses agriculteurs. Moi, j'adore les deux. C'est ça qui fait la belle politique. Un petit sujet, Laurent Wauquiez, avant de donner la parole d'Artigol et Benaïm, juste ce que vous avez dit là, j'ai des auditeurs qui réagissent en direct et qui me disent aussi quelqu'un qui voit avant tout les intérêts des Français. Et ce qu'il reproche à Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui a été énormément reproché à Emmanuel Macron, c'est que beaucoup de Français disent on a l'impression qu'il donne plus d'intérêt à l'Europe qu'à la France. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez ou pas? Vous savez, moi, j'ai été ministre des Affaires européennes. Et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Le chancelier allemand, quand il vient à Bruxelles, il défend les intérêts de l'Allemagne. Le président de la République français, quand il va à Bruxelles, il propose de sacrifier les intérêts de la France au bénéfice de l'Europe. Et quand on pose la question au chancelier allemand, ça avait été posé au dernier chancelier allemand, il disait, bien sûr, moi, mon job, c'est de défendre les Allemands. Et nous, on a l'impression qu'on veut se débarrasser de la France au niveau de l'Europe. On va prendre un exemple très simple. En ce moment, on parle d'armée. Je ne suis pas pour une armée européenne, je n'y crois pas. Par contre, je suis pour un renforcement de la défense européenne dont l'armée française soit le pivot. Ça m'intéresse. Et nous, il faut qu'on reprenne l'habitude, parce que c'est quand même ça qu'on a vu avec le rapport de force de Trump. Il faut d'urgence que maintenant on réapprenne à défendre les intérêts de la France. Parce que c'est quand même ça qu'attendent les Français de notre part. Vous le trouvez comment, Emmanuel Macron? On parle de stratégie de la peur. Là, il réunit les chefs d'état-major européens, alors qu'en Arabie Saoudite, on parle de paix entre les Ukrainiens et les Américains. Est-ce que vous trouvez qu'il en fait trop, comme l'a dit Hervé Morin, ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy? Je vais vous décevoir. Mais en fait, sincèrement, moi, c'est pas ma question. C'est-à-dire de savoir si Emmanuel Macron joue avec les peurs ou non. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a des menaces. Et qu'il faut qu'on se réveille. Et qu'il faut qu'on réagisse. Et je vais prendre un exemple. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais moi, j'aime bien l'histoire. Parce que je trouve que ça apprend des choses. 5e siècle avant Jésus-Christ, histoire de l'Antiquité, la Grèce, Athènes contre Sparte. Athènes, c'est la grande démocratie. Sauf qu'ils se sont endormis dans leur confort et qu'ils ont perdu la volonté de se battre. Ils ont face à eux Sparte et ils vont se faire massacrer. Et Périclès réunit tous les citoyens grecs, il leur dit, athéniens, il leur dit, va falloir qu'on choisisse entre se reposer et défendre nos libertés. Et j'ai envie de dire la même chose à la France. Les amis, on a face à nous les États-Unis, on a face à nous la Chine, on a face à nous la Russie. C'est pas seulement une question militaire. Derrière, ils vont nous déclencher une guerre commerciale. Faut se réveiller. Il faut qu'on redonne de l'envie, de la fierté à notre pays. Il faut qu'on reproduise français. Il faut qu'on retrouve de la souveraineté industrielle et alimentaire. Il faut qu'on reprenne de l'envie d'innover, d'entreprendre. Il faut qu'on reprenne la fierté de notre histoire. On a besoin de ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des vraies menaces. Et honnêtement, à côté de ça, savoir si Emmanuel Macron joue avec les peurs ou non, moi, juste ce que je veux, c'est qu'on se réveille
et qu'on reprenne de l'enthousiasme. La France a besoin de ça. Ce qu'est en train de dire Laurent Wauquiez là, c'est même, on parle également commercialement. Hein. Bien sûr. Voilà, il faut réindustrialiser la France, je suis d'accord avec je suis complètement d'accord avec Laurent Wauquiez là-dessus. Et ça, je trouve, sincèrement, qu'on a laissé ce côté-là complètement à l'abandon depuis maintenant 8 ans. Même plus d'ailleurs. Hein. Bon, après, il y a François Hollande avant, voilà. Mais c'est vrai que, je vous dis, on dort. On s'endort. Et je trouve que la formule est la bonne. On creuse la dette et le déficit et on s'endort. Exactement. On est complètement d'accord. On va commencer par parler donc de l'action du ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez. Quel regard vous portez sur cette action ? Vous rappeliez que l'an dernier, record de titres de séjour délivrés. Bruno Retailleau est là depuis septembre, donc il y a 4 mois qui sont dus à Bruno Retailleau. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens ? Ou ce qui se passe en ce moment avec l'Algérie, avec tous ceux qu'on nous renvoie à peine ont-ils mis un pied sur le sol algérien, est un problème et au fond, Bruno Retailleau n'y arrivera pas ? Je considère qu'il fait du travail utile, mais qu'on ne lui donne pas les moyens d'agir. Si on prend le cas de l'Algérie, c'est typique. En fait, l'exécutif a décidé de capituler avant de livrer le combat. On a bien compris, quand on écoute François Bayrou et Emmanuel Macron, que rien ne va changer. Et donc, on va continuer à avoir l'accord de 68. On va continuer à avoir un système dans lequel des gens qui viennent d'Algérie peuvent bénéficier de toutes nos aides sociales, par exemple le RSA, sans même avoir cotisé un minimum sur le sol français. Et on a bien compris qu'ils ne vont pas reprendre leurs OQTF. Et donc, le drame de la situation dans laquelle on est, mais c'est celle à laquelle c'est le cœur de mon constat. Si on ne change pas le cadre, rien ne va changer. Pour le dire clairement, si on n'arrête pas l'accord de 1968, il n'y a aucune chance de remettre la main. Si on ne fait pas des vraies lois fermes sur l'immigration, il n'y a aucune chance d'y arriver. Depuis la dissolution, il n'y a eu aucune loi sur l'immigration inscrite par le gouvernement. Ça ne permet pas de reprendre la main. C'est pour ça que ce pourquoi moi je plaide, c'est une vraie politique de rupture portée par la droite. Et là, quand le président recadre Bruno Retailleau, il aurait dû démissionner ? Moi, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Ça, c'est le choix qui est le choix de Bruno Retailleau, et c'est pas sa responsabilité individuelle qui est en cause. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je ne veux pas qu'on soit spectateur de l'impuissance et de l'immobilisme. Et si on prend par exemple les sujets d'immigration, au niveau des députés de la droite républicaine, on a porté un projet de loi, c'est nous qui l'avons fait voter, sur le droit du sol à Mayotte. C'est la première fois qu'on restreint vraiment le droit du sol. Donc mon obsession, c'est toujours la même. Je vois trop que dans le cadre actuel, avec la tutelle de François Bayrou, c'est pas possible de faire une vraie politique de droite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la droite que je veux reconstruire, elle mène enfin la vraie politique de droite qu'attendent une majorité de Français. Et donc, il faut une politique de rupture. Et ça, ma conviction, c'est que ça ne peut pas se faire dans le cadre du gouvernement de François Bayrou, sous la tutelle de Bayrou et Macron. Il est 17h36, beaucoup d'auditeurs nous demandent la question d'Olivier d'Artigol, elle arrive bien entendu dans un instant. Pour l'instant, Gauthier Lebret. Vous êtes donc en compétition avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Est-ce que cette compétition va solder la candidature pour la présidentielle ? Est-ce que celui qui va gagner le parti dans quelques semaines sera le candidat naturel des LR pour 2027 ? Et aussi, j'aimerais savoir, si c'est vous, est-ce qu'il y aura un ticket Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ? Et si c'est Bruno Retailleau, est-ce qu'il y aura un ticket Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez ? Ou bien est-ce que pas du tout ? Est-ce que chacun va reprendre sa route ? Est-ce qu'il y aura un rassemblement après la campagne ? Oui. Quand je serai élu président des Républicains, n'ayez aucun doute, on travaillera ensemble. Et que les choses soient très claires là-dessus. Donc vous voulez, si vous êtes président des Républicains, vous voulez travailler avec Bruno Retailleau, bien ? Oui, bien sûr, parce que moi, ce pourquoi je plaide, c'est précisément une complémentarité. Oui. Le travail que fait Bruno au ministère de l'Intérieur, avec la bataille pour avoir des résultats, et de l'autre côté, à la tête du parti, une parole libre et indépendante par rapport à Bayrou et Macron. Voilà. Et je veux rajouter une chose. Pas de primaire. Qu'est-ce que j'allais dire ? D'accord. Pas de primaire. Non, on est d'accord. Ça, c'est le. mais là, bien sûr. Non, parce on n'est pas d'accord parce que tout le monde n'est pas d'accord au sein des LR. Non, mais au sein des LR, si. Attendez, il y en a 2-3 qui sont pas d'accord. C'est qu'il y a Xavier Bertrand. David Lisnard. David Lisnard. Non, mais David Lisnard se rangera. Xavier Bertrand veut plus de primaire. Ah, c'est vrai, oui. Xavier Bertrand veut plus de primaire. Je ne sais pas comment il a changé de se présenter. Non, mais David Lisnard, tout seul. On l'a eu sur l'antenne d'Europe 1. David Lisnard a été assez clair. Si il y en a un qui ressort vraiment, il se rangera derrière. Il soutient Bruno Retailleau. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est un score ténu entre vous et Bruno Retailleau. J'aimerais que ce soit aussi clair, mais il faut quand même, parce que ça, c'est un des vrais points de divergence sur l'avenir de la droite. Bruno est favorable à une primaire. Je suis contre une primaire. Les gens qui soutiennent Bruno Retailleau sont favorables à une primaire. Je suis contre ce truc parce que je pense que c'est une vraie maladie pour la droite. Ça aboutit à nous diviser. C'est un système de gauche. C'est une machine à perdre. C'est une machine à perdre pour la droite. Donc il faut un candidat de droite
Et quand je dis un candidat de droite, ça veut dire pas un candidat de la droite, du centre et de la gauche en même temps. Un candidat de droite, un seul. La question, c'est 2027. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'était aussi. Est-ce qu'ils travailleront ensemble Laurent Wauquiez nous dit plutôt oui. Si Bruno Retailleau gagne, est-ce que vous travaillez avec lui? Voilà. Est-ce que vous vous rangez derrière Bruno Retailleau s'il venait à remporter le parti? Quand Cyril Hanouna commence un match de paddle, vous pensez une seconde qu'il se demande et si par miracle celui qui est en face de moi gagne? Non, je vais gagner. Je serai président des Républicains et croyez-moi, je tendrai la main à Bruno Retailleau et on travaillera ensemble parce que je veux que l'équipe soit rassemblée. Vous serez président des Républicains et candidat en 2027? Après l'élection de 2027, le candidat pour 2027, c'est une autre question. Et là, il faut juste choisir celui qui pourra le mieux défendre les valeurs de la droite. Ça se joue pas sur l'élection du parti. C'est pas à ce moment-là. C'est pas naturellement le chef du parti. Non, je considère que celui, et je l'ai dit, celui qui est le mieux placé, c'est celui qui doit porter nos couleurs. C'est celui qui est en tête dans les sondages? Pas forcément, parce qu'être en tête dans les sondages, c'est pas forcément lui qui a la meilleure incarnation. En tête dans les sondages, souvenez-vous, Alain Juppé était en tête dans les sondages. Oui. Bernard Kouchner aurait pu faire 3 mandats. Balladur était en tête, il était président. Oui. Comment on le trouve si vous voulez pas de primaire? était président, je me rappelle. Oui. Je pense que moi, ma conviction, c'est que c'est aux adhérents de trancher. Bien sûr. Il faut que les adhérents décident. À quoi ça sert d'être adhérent des Républicains si donc c'est une primaire interne, au fond? C'est un vote interne. C'est-à-dire les adhérents choisissent la personne qu'ils veulent qui porte leur couleur. Alors, ça me semble normal. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec Valérie Pécresse. C'était exactement la même chose. Non, sauf que c'était une primaire qui était beaucoup plus large et qui permettait d'avoir un système beaucoup plus ouvert. Moi, ce que je veux, c'est que c'est normal quand même. Vous êtes adhérent d'une famille politique, vous êtes engagé dedans, vous êtes bénévole, vous défendez vos idées. Et à l'arrivée, j'ai vécu la primaire de Nicolas Sarkozy. C'était des militants de la CGT et du Parti Socialiste qui venaient voter pour choisir notre candidat. Moi, Laurent Wauquiez, si je peux me permettre. Non. Non, mais au secours. Et ça a eu son petit effet. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 qui ici, pour moi, celui qui est président des LR, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Devrait naturellement. Pour moi, c'est lui le candidat. Je pense que ça sert énormément à cela aussi. Pour moi, le président, comme Nicolas Sarkozy, en 2007. C'est logique. C'est la logique. Pour moi, c'est la logique et je pense que c'est ce que veulent les Français. Après, je peux me tromper. D'Artigol. Je vais aller dans le dur et dans le sensible. Pour quelqu'un qui a voté à la primaire en venant du Parti communiste, ça a intérêt à être bon. Dans le dur et dans le sensible, sur un sujet qui reste pour moi un mystère, Laurent Wauquiez. Vous n'avez qu'un seul problème. Oui. Votre problème, c'est pas le fait de pouvoir analyser le réel. Vous venez le faire pendant toute cette émission, d'avoir une série de propositions et d'amener le débat politique au niveau où il doit être mené. Votre problème, c'est pas Bruno Retailleau, c'est pas le débat à droite, c'est pas le calendrier politique. Votre problème, c'est que trop souvent, des gens ne vous croient pas. Vous êtes victime d'un procès en insincérité que vous trimballez depuis quelques années. Sans que je ne sache véritablement ce qui a été déclencheur de cette image qui vous est accolée, est-ce que vous pensez possible, dans le cas de cette primaire ou après, de tourner la page? Car réellement, souvent, on peut dire on ne le croit pas. D'abord, c'est une question que je prends, parce que je le sais. Je sais que c'est parfois la question qui se pose quand j'essaye de défendre mes idées. Si on est honnête, c'est une question que les Français se posent sur beaucoup de politiques. C'est vrai. Jacques Chirac avait eu à une époque le même reproche, Nicolas Sarkozy avait eu à une époque le même reproche. D'abord, ce que je pense, c'est qu'il faut que je fende l'armure. Moi, j'ai tendance parfois à venir un peu avec le casque blindé, et il faut laisser passer plus ce qu'on est, que les Français puissent juger, c'est qui au juste la personnalité, qui puisse se faire une idée, parce que je pense que sur la durée en politique, vous trompez pas les gens, sur ce que vous êtes, ce que vous avez au fond de vous, ce qu'il y a dans les tripes. Et puis après, il y a quand même une chose que je veux dire, c'est qu'on me juge sur les faits. Voilà. J'ai géré une région Auvergne-Rhône-Alpes, une des plus grandes régions de France. J'ai défendu la fabrication française. On est la première région sur la relocalisation industrielle. Quand je vous dis que j'aime pas les taxes et les impôts, chez moi, j'en ai pas augmenté un seul. Quand j'explique que je suis contre... Mais vous voyez, vous fendez pas l'armure là. Tout ce que vous dites là, je le sais, vous l'avez déjà dit. Est-ce que vous allez pouvoir aller sur un espace plus sensible? C'est pas Corinne. Non, mais c'est vrai. mais vous comprenez, Laurent Wauquiez, vous avez raison dans votre argumentaire. Mais il y a quelque chose qui relève de votre personnalité, quelque chose de très érudit, de très cadré, de très précis, de très efficace envers certaines personnes. Mais je ne sais pas si vous allez arriver à aller sur le début de votre intervention. Donner quelque chose que vous avez peu donné pour l'instant. C'est ce que je veux que les gens sentent. Tiens, là, je suis dans une période où c'est dur pour moi. Bien sûr. Il y a de l'adversité, c'est un combat, je suis challenger, je le sais. C'est un moment où il faut aller chercher quelque chose au fond de soi. C'est ce qu'on va voir.
voilà, c'est aussi un moment où vous regardez ce qui est solide pour vous, qu'est-ce qui compte, votre femme, vos enfants, ce que vous avez envie de vous battre, qu'est-ce qui vous met en colère. Moi, je le sais très bien, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans que je fais de la politique. Et je sais trop et je vois trop que ça ne marche pas, que ça fonctionne pas. C'est mon échec aussi, c'est l'échec de tous ceux qui font de la politique depuis des années. C'est ça ce que je veux secouer. Moi, c'est bloqué. Ce que vous oui, mais c'est ça qui me met en colère. C'est ça ce que je veux arriver à faire bouger. Voilà, je suis trop conscient, je vois bien qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre pays. On est en décadence. Les Français se disent tous les matins, mais on est en train de tomber. Bon, moi, mon travail, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, c'est pour arriver à le redresser. C'est ça ce que je vais atteindre. C'est ça ma vérité, c'est mon combat. Après, ma sincérité, quand par exemple je vous parle de l'assistanat, je l'ai pas inventé à ce micro. Ça fait 10 ans que je me bats là-dessus. Et je pense qu'à un moment, les Français jugent aussi sur les cicatrices que vous avez sur le corps. Oui. Il y a une époque où on me disait droite dure. C'est aujourd'hui, j'ai des gens qui sont disent, revenus. Ah bah tiens, c'est curieux. En fait, oui, ce qu'ils disaient, c'était pas si mal. Quand je dénonçais l'assistanat il y a 10 ans, j'avais Roselyne Bachelot qui hurlait et qui disait mais quelle horreur, comment on peut dire ça ? Bon je pense qu'il y a un moment aussi, avoir du courage, pas lâcher, prendre des coups. J'ai pris beaucoup de coups, prendre des critiques, des caricatures. Je pense que sur la durée, les Français regardent et se disent ok, il est monté sur le ring de boxe, il n'a pas de jour gagné, il a pris des coups, il a été KO, mais de jour là, il a jamais cédé. C'est ce que je voudrais que les gens se disent et c'est ce que je voudrais qu'ils sentent. Voilà. Et puis après, il y a l'autre partie de moi, qui est la partie chiracienne, qui est celle qui aime le Cantal, qui est celle qui est de Haute-Loire, qui est celle qui est bon vivant, qui aime la liqueur de verveine congelée, et qui est ma partie à moi. Et qui peut vous faire gagner l'élection face à Bruno Retailleau. Parce oui, que vous mais allez qui est faire aussi une cette campagne, partie-là que vous moi dites que vous allez j'aime. faire une campagne comme si c'était une élection cantonale. Oui, parce vous allez que faire une élection cantonale à l'échelle du pays, ce qui est étonnant. Oui, mais si vous aimez pas la France et que vous n'avez pas envie de la sillonner dans tous les sens, voilà, c'est pas la peine. Oui, j'aime le Béarn et je vais y aller. Oui, quand je vais dans Lyon et que j'ai face à moi une salle qui me dit mais nous on vient du monde rural, on a l'impression d'avoir été abandonnés. J'ai envie de leur dire non. Voilà, vous faites partie aussi de ce qu'est notre énergie. Moi, je viens aussi de la Haute-Loire, c'est un tout petit département. Ma mairie, c'était le Puy-en-Velay, elle perdait des habitants depuis des années. On s'est battu, il n'y a pas de fatalité. Et c'est ça ce que je voudrais que les gens sentent. Moi, je veux me battre pour qu'on dise il n'y a pas de fatalité au déclin. On peut arriver à réveiller notre pays. On a un pays génial. Et c'est ça ce que je veux faire passer. Alors oui, j'ai des cicatrices. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai été KO. Oui, on m'a planté des poignards dans le dos. Mais oui, je suis toujours là. J'ai le même enthousiasme. Et j'ai envie de le partager. Voilà. Mitterrand disait j'ai autant de plaies que de peau. C'est le militant communiste qui cite François Mitterrand, c'est ça? Merci. Il nous a fait quelques trucs, mais bon. Merci Olivier d'Artigol. On va prendre Pascal du Puy-de-Dôme. Pascal qui est avec nous, un auditeur d'Europe 1. Il est 17h48, on est en direct bien entendu. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Bonsoir Cyril, bonsoir Monsieur Gauthier, bonsoir à toute l'équipe. Monsieur Gauthier, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous allez pouvoir rassembler les droites ? Les droites, parce que sans ça, on aura du mal à gagner. On n'a pas à se sentir bloqué par rapport à la gauche, justement la gauche extrême qui veut nous donner des leçons à chaque fois et nous met le pays vraiment, pardonnez-moi l'expression, dans la mouise complète. Moi, je veux une droite, affirme de droite, une droite qui a un projet, une droite qui rassemble. On en a besoin. La France en a besoin. Monsieur Gauthier, s'il vous plaît, faites cet effort de pouvoir rassembler cette droite. Le pays est majoritaire à droite. Merci. Vous l'avez fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Faites-le au niveau national. Et vous redresserez le pays. Vous serez un véritable chef d'État. Merci de m'avoir écouté, monsieur Gauthier. Alors, Pascal, quand vous dites union des droites, vous dites toutes les droites. C'est ce que je voudrais dire à Laurent Wauquiez. Voilà, il parle de toutes les droites. C'est jusqu'à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est de droite ? Exactement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne pense pas que Marine Le Pen soit de droite. Je pense que Marine Le Pen a le programme économique plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Laurent Wauquiez. Oui. Laurent Wauquiez. Bon, d'abord, Pascal a une qualité éminente. Il est auvergnat. Voilà. On ne plaisante pas avec ça. Et je le remercie parce que il vient de ma région et pour moi, l'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est chez moi. Pascal pose une question qui est essentielle. Les idées de droite sont majoritaires dans notre pays et on arrive à avoir une politique de centre, voire de centre-gauche. Et donc dans mon projet, Pascal, et quand je propose ce projet de rupture, c'est bien ça ce que j'ai en tête. Mon objectif, c'est de rassembler tous les électeurs qui partagent les valeurs de la droite, quelles qu'aient été leurs opinions.
Ça veut dire que des gens qui ont voté RN, je veux les convaincre. Des gens qui ont voté Zemmour, je veux les convaincre. Des gens qui ont voté du côté de Macron, je veux les convaincre. Mais à une condition, ceux qui partagent les valeurs de la droite. Et évidemment qu'il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'à force d'avoir divisé la droite en tout petits compartiments, on n'arrive plus à faire passer nos idées. Donc pour moi, c'est une évidence. Et je me trompe pas, j'ai bien aimé l'allusion de Pascal à la gauche, mon adversaire politique, c'est la France insoumise. Et on ne le dit pas suffisamment. Jean-Luc Mélenchon, avec son approche de l'antisémitisme, quand il n'hésite pas à traiter des gendarmes et des policiers de criminels, avec son programme économique qui est totalement fou, avec la rupture qu'il a faite avec la laïcité et l'alliance qu'il fait avec l'islamisme, c'est mon premier ennemi politique. Je ne me trompe pas d'ennemi politique. Et pour y arriver, la droite que je veux refonder, il faut qu'elle rassemble tous les électeurs de droite, quel qu'ait été leur vote par le passé. Merci Laurent Wauquiez. Merci Pascal pour votre question. Merci beaucoup. Pascal, merci, je vous embrasse fort Pascal, merci d'avoir été avec nous. Il nous reste 1 minute 30. Fabien Lecœur, vous avez une question pour Laurent Wauquiez? Bien sûr, alors moi je n'ai pas été autorisé à vous poser la question. Quel disque ou la première chanson que vous avez écoutée dans votre enfance, dans votre adolescence? Donc je vous pose inutile de la poser. alors que François Mitterrand m'a répondu, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, même le président actuel. Merci. Bon mais je vous la poserai pas, une autre fois. Alors simplement j'avais une question parce qu'à l'âge de 22 ans, on vous confie la mission d'organiser Interville. À Yssingeaux. Et oui. Alors, quel souvenir avez-vous gardé? Ce qui fait un point commun avec Bruno Retailleau. Absolument. On ne rentrera pas dans les détails de l'histoire parce que je ne voudrais pas qu'on me reproche de faire des critiques ou des attaques. Joli. On va pas parler de ça, bien entendu. Il reste une minute. Vous avez bien lu Wikipédia. Merci. Non, je l'ai eu par mon bureau, ça. Non, vous avez un bureau. Laurent qui m'a envoyé l'information. Alors, il nous reste 45 secondes. Donc alors, justement, c'est bon. Le souvenir d'Interville, qu'est-ce que ça vous a appris à l'âge de 22 ans? Une vachette, merci. Stocker des litres de crème fraîche et des vachettes en furie. Voilà. C'est très utile quand on fait de la politique. Merci. On va faire une dernière question. Oui, non, Laurent Wauquiez, pour vous, le meilleur duo, c'est Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau pour 2027? En tout cas, ça a de la tête, non? Ouais. Ça a de l'allure? Oui. Non, c'est pour vous, c'est le meilleur duo? En tout cas, ça me semble bien qu'on avance dans cette direction, non? Et Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, c'est bien aussi comme duo? On tranchera ça sur un match de paddle. Avec plaisir. Merci Laurent Wauquiez.